Alors bonsoir, je me présente tout seul donc. Je m'appelle Benjamin, je fais partie de la nouvelle association Stop Mine EHC. Moi je voulais revenir sur pourquoi on a une société, donc Sudmine, qui veut venir faire de l'exploration ici. Pourquoi? Alors je vais me baser sur des éléments qui nous ont été fournis par une archéologue notamment. Là c'est la 4e réunion publique. Et donc à deux réunions précédentes, on a été soutenu par 2 archéologues locaux qui n'ont pas pu venir ce soir, ils ne sont pas disponibles, et surtout par une archéologue du CNRS, donc, qui a fait l'effort à 2 reprises de venir de Toulouse, ce qui n'est pas rien. Malheureusement, elle ne peut pas être là à chaque fois, elle n'est pas là ce soir. Donc, moi, je vais essayer de restituer, on va essayer de restituer ce qu'a mis en évidence et ce qu'a mis en valeur, notamment cet archéologue-là, qui est très intéressant. Donc, je vais essayer d'être clair, précis, et de faire une présentation un peu simplifiée de la chose. Voilà, en m'appuyant sur des documents qui viennent d'elle, qui a édité notamment une publication sur l'or en France, en Europe, mais surtout sur le passé minier ici au Pays Basque. Donc, moi, je vais essayer de me baser en particulier sur des photos concrètes, ici, prises localement, et donc des choses concrètes. Comment ? Non, je vais commencer. Donc, comment ça se passe au départ ? On a un peuple qui s'appelle les Tarbelles. Donc ça remonte à très très loin. Ça remonte à l'Antiquité. Ça remonte à 1 siècle ou 2 siècles avant Jésus-Christ, donc avant les Romains. Donc il y a plus de 2000 ans. On a un peuple qui s'appelle les Tarbelles, qui est un peuple aquitain au départ, qui occupait ici le Pays Basque Nord, qui était présent ici à Niparalde. Ce peuple-là des Tarbelles, il a exploité beaucoup ici du paysage. Aujourd'hui, on en a des vestiges, mais que à notre œil nous permet pas d'avoir cette vision-là. Ce sont seulement des gens qui travaillent dans le domaine, qui sont géologues ou archéologues, qui ont cette vision, et c'est eux qui nous ont permis de comprendre les choses, par leur vision, par les outils qu'ils utilisent, notamment. Donc, en 93, c'est le CNRS donc, qui a lancé une étude, ici, localement, pour recenser ce passé minier. Alors, aujourd'hui, on a le projet qui porte sur 11 communes. À l'époque, en 93, ils ont commencé juste à traiter du problème sur 4 communes, avec Itsassou, Cambo, Espelette et Loussois aussi. Rien que sur ces 4 communes, ils relevaient la présence de 37 mines antiques, 37 mines d'or. Donc rien que sur 4 communes, c'est énorme. Potentiellement, on peut penser que sur le double de communes, il y aurait 2 fois ou plus encore de sites. Donc on n'a pas cette vision, je le répète, mais notre territoire ici, il est truffé de vestiges comme ça, de vestiges miniers. Alors comment ça se passait ? Alors pour revenir sur le district aurifère, pour faire simple, on a matérialisé ici sur la carte par les points jaunes, donc on a la Nive qui passe, Cambo-les-Bains, Itsassou, on a vraiment 2 sites qui sont majeurs. Le plus connu, c'est le camp de César, qui est sur la zone... on va dire, c'est Itsassou, Cambo. C'est autour de la zone d'Intermarché, Loriki, tout ça. Ça, c'est le camp de César. C'est la plus grosse mine antique existante. Il y en a une autre qui est entre Cambo et Itsassou, donc en amont des thermes, si vous situez à peu près à l'arrière du camping Iriberia. On va voir après des photos, mais là, derrière, au niveau du camping Iriberia, donc sur les bords de Nive, il y a aussi un gros site qu'on verra après qui s'appelle Landosia notamment. Donc, comment ça se passait pour ce qui est de la technique d'exploration par ces Tarbelles-là ? Et on va comprendre que, pour l'époque déjà, moi je trouve que c'était des gens qui étaient très avancés dans la technique. Et aujourd'hui, finalement, ce que nous apprennent les archéologues, c'est que les techniques n'ont pas évolué. Alors bien sûr, on a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre, puisque c'est beaucoup mécanisé. À ce titre-là, c'est pour ça aussi que les mines, aujourd'hui, elles sont très mécanisées et elles nécessitent très peu d'emplois. Donc... quand on vous parle d'emploi, que ça va générer des emplois, etc., ça, c'est pas vrai. Un pays en voie de développement, je dis pas qu'il a besoin beaucoup de main-d'œuvre. Ici, en Occident, une mine, c'est 3, 4, 5 emplois, c'est pour faire tourner les machines, point barre. Pas plus. Donc, comment ça se passait à cette époque des Tarbelles-là ? Alors, on a la photo qui nous montre. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, comment ça se passait ? Alors, il y a plusieurs cas. Ça, c'est un cas parmi d'autres. Donc,
si on prend le cas, bon, la rivière principale ici, la Nive, comment ils faisaient ces gens-là? On a le chantier qui est ici, là, où il y a le curseur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chantier en ravin, en fait. On verra après sur les photos, ce sera peut-être plus concret pour vous. Comment ils faisaient ces gens-là pour... donc ils grattaient ces ravins, à la main, avec des outils, on ne sait pas, ils grattaient ces ravins. L'or est contenu dans ces ravins, l'or est mêlé à la roche, à la terre, etc. Donc ils grattaient tout ça, et tout ça, il fallait le nettoyer après, donc avec de l'eau. Comment ils faisaient? C'était assez ingénieux. Ils se débrouillaient à faire une dérivation donc, de la rivière ou d'ailleurs. Hein. Ils se débrouillaient pour créer une réserve d'eau en amont du chantier. Un genre de mini-barrage, on va dire. Donc ils se débrouillaient pour faire une réserve d'eau qu'ils utilisaient après, au besoin. Voilà, ils lâchaient cette eau-là par un système de vannage, on ne sait pas trop. Ils lâchaient cette eau-là et ça leur permettait donc de laver tout ce qu'ils avaient extrait, tout ce qu'ils avaient gratté. Ils lavaient tout ça. Et puis à la suite, là, à la sortie du ravin, ici avec le E, ici là, eh bien, il y a cette espèce de goulet d'étranglement où ils venaient récupérer l'or. Donc l'or est très très dense, c'est à peu près 19 après la densité de l'or. Ça veut dire que si la densité de l'eau c'est 1 à peu près, la densité de l'or c'est 19. Donc c'est énorme. Donc ils se débrouillaient pour récupérer l'or dans ce goulet d'étranglement là. Ils plaçaient des tissus, ils plaçaient des peaux de mouton par exemple, qui leur permettaient de récupérer tout ça. Alors ça c'est de l'or, n'allez pas imaginer, c'est pas des pépites d'or. Hein. Là on parle d'or sous forme de paillettes. Et c'est aujourd'hui, l'or qui est présent ici potentiellement, c'est de l'or sous forme de paillettes. Donc on parle de paillettes entre 0,1 et 0,5 mm de diamètre. C'est tout petit. Donc c'est de la paillette, voire même de la micro-paillette. Ces paillettes, ils réussissaient à les capter, à les piéger comme ça, dans ces peaux de mouton, dans ces tissus, dans ces linges. Voilà. Ils faisaient brûler tout ça après, et ça leur permettait de récupérer tout ça. Aujourd'hui, la technique, ça reste la même. On utilise de l'eau, donc évidemment, on n'a pas de canon comme ça de dérivation à creuser, à bâtir. On n'a pas de réserve à faire. Évidemment, on pompe aujourd'hui dans la rivière. On utilise l'eau, et donc après, l'eau, il faut bien la relarguer quelque part. Le problème, c'est que en broyant cette roche, en concassant cette roche-là, qui est sur ces collines, sur ces plateaux-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Sous l'effet du concassage, du broyage, il y a des substances chimiques qui vont être libérées au contact de l'or et de l'air. Et ces substances chimiques, c'est notamment l'arsenic et le cyanure. D'accord? Et donc ces matières-là, par derrière le fait que ça soit avec l'eau sous forme de gravitaire, forcément, cette eau-là, elle n'est pas traitée par derrière, donc elle se retrouve dans le milieu naturel. Si vous suivez un peu les informations, il y a eu récemment des reportages en France sur des vestiges de mines d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, où les pollutions sont énormes avec ces matières, ces métaux lourds, ce cadmium, ce plomb, ce mercure, ce cyanure, voilà, qui est encore présent dans l'environnement. La mine, c'est à court terme, les dégâts sur l'environnement, c'est à très long terme. Donc la technique d'exploration, pour faire simple, c'est celle-là. Hein. Alors, je m'appuie sur les photos qui ont été fournies donc, par Madame Couet, donc l'archéologue du CNRS. Cette photo-là, par exemple, donc elle a été prise à la ressort. Alors c'est des photos c'est des prises de vue aériennes, hein, parce que quand vous passez en voiture ou à pied, on ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment avoir cette vue aérienne pour avoir cette lecture de paysage. C'est pour ça que eux, leurs travaux, ils sont essentiellement faits par hélicoptère, je pense. Enfin, par voie aérienne, en tout cas, ça c'est sûr. Donc ça, c'est à la ressort. La route que vous avez ici, là, donc c'est la route qui vient du Staritz, qui rejoint Souraïd. Et juste avant, ici en dessous, vous avez la nouvelle zone Penenborda. Hein, je ne sais pas si vous situez. Donc ça, c'est la route principale qui mène vers Souraïd. La route ici à gauche va vers la ressort. Elle descend vers la ressort, vers le pont du Diable. Hein, je pense que tout le monde connaît le pont du Diable ici à la ressort. Voilà. Et donc on a un chantier qui est très bien identifié ici, par exemple. Hein. Tout cet entre-là, ce lacis en fait, ils appellent ça un lacis.
Ça, c'est un chantier minier. C'est tout ce qui est boisé. Donc ça s'est constitué sur des centaines d'années. Au départ, c'était tout pelé. Et puis, la végétation a pris le dessus. Donc aujourd'hui, c'est une végétation arbustive avec des arbres, etc. Des genêts, de la bruyère, tout ça. Donc ça, c'est un exemple de chantier à la ressort. Quand on passe alors quand on le sait, on regarde un peu plus précisément. Et quand on passe à la voiture, on s'aperçoit que cette zone, c'est immense. Hein. Un autre chantier, celui-là, c'est à Espelette. Alors, à Percheco-Borda, c'est sur les hauteurs d'Espelette, à peu près à 1 km, 1 km et demi du chantier précédent, la ressort. Ils sont proches. Alors là, on voit bien à nouveau l'entrelac de chantier ici, là, de ravin. Donc tout ça, ça a été exploité. Tout ça, ça a été exploité, ça a été gratté. Et donc l'eau était amenée, on imagine, par la hauteur là, et puis elle était envoyée dans ces ravins là, et on imagine qu'ici en sortie, l'or était récupéré. Voilà. Là, cette photo est intéressante parce que ici, là, vous avez cette parcelle qui est cultivée par un producteur de piment d'Espelette, par exemple. Hein, voilà. Donc on imagine que si demain Sudmine veut venir ouvrir à nouveau les chantiers, ça va poser problème. Hein, avec un producteur à côté. Donc là, c'est quand même un exemple parlant. Là encore, c'est un grand chantier. Donc il y en a de toute taille. Il y en a vraiment, ça va du petit. Je pense que celui-là, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand. Un autre chantier qui est plus proche aussi. Là, les trois photos, en fait, elles sont très proches l'une de l'autre. Hein. Elles sont prises à moins de 2 km, on va dire, de distance l'une de l'autre. Ça, c'est à Souraïd. Ça, c'est tout proche du golfe. Donc là, on voit bien. Hop. La prairie est travaillée autour. Voilà. Et ce que nous expliquait l'archéologue du CNRS, c'est que on ne s'en rend pas compte, mais quand on va sur place, tout d'un coup, là, on a à la limite de la prairie, là, tout autour, tout d'un coup, on a un dénivelé brutal de 3 ou 4 mètres. Et c'est ça qui leur permet de comprendre, de savoir que là, ça, c'est un vestige de mine. Parce que ce n'est pas un dénivelé qui est naturel. Hein, la pente n'est pas douce, ça fait une cassure brute. Donc c'est un signe. Voilà. Donc ça, c'était des chantiers La Ressort, Espelette, Souraïd. Voilà, Itsasou, ce que je vous disais. Un des deux plus grands sites, un des 2 ou 3 plus grands sites, donc qui est, vous avez la Nive, donc là on est entre Cambo Itsasou, Bordeaux-Nive, plus ou moins derrière le camping Guiribiria. On a la Nive qui passe au fond ici, on distingue la voie de chemin de fer, et donc on a ce grand site ici là, donc qui s'appelle le Bertartea, qui est là. Donc on a, bon, c'est vrai que comme ça on a du mal à imaginer. Et donc, dans le fond, là, on a l'autre site, Landosia, qui est encore plus grand. Voilà, qui est là. Alors, c'est une prise de vue qui est prise sous un autre angle. Hein. Là, on a la Nive qui est plutôt par ici, là. D'accord ? Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est Landosia. Le site est très grand. Et donc, la photo... Enfin, on distingue des reliefs, en fait, qui sont des buttes résiduelles de galets qui ont été amoncelés par les gens qui cherchaient, qui mettaient le galet de côté, et ces galets ont formé des buttes comme ça, ce qu'ils appellent des buttes résiduelles. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on voit ici, là, sur le curseur, ça c'est une ancienne décharge, en fait. Malheureusement. Hein. C'est un patrimoine minier qui est énorme, et qui est complètement passé sous silence. Moi-même, on est nombreux à avoir appris tout ça grâce à cet archéologue qui nous a révélé toutes ces choses que moi personnellement je ne connaissais pas. J'avais eu 2-3 échos, mais rapides. Et c'est un patrimoine qui est super intéressant, et qui est extrêmement riche et qui est connu de personnes et qui est en train de disparaître. Hein, parce qu'aujourd'hui, enfin, par mes connaissances, tout ça, tous ces sites-là, enfin il y a pas mal de sites, notamment celui-là et puis un autre après, on verra. Ils ont été piétinés, ils ont été utilisés à des fins agricoles, donc on a de moins en moins de traces, donc on retrouve de moins en moins les vestiges, quoi. Hein. Mais à savoir qu'il y aurait tout intérêt à valoriser aussi, d'un point de vue par exemple touristique, ce patrimoine, plutôt que de le laisser comme ça dans
à l'abandon, quoi. Au pire, être détruit par cette société qui veut venir, qui voudrait venir réouvrir une partie de ces vestiges. Donc ça, c'est l'Andossia. Et pour finir, donc là, voilà, l'Andossia, on voit bien donc, ce qu'ils appellent ces buttes résiduelles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les amoncellements de gravier, donc de galets, pardon, qui ont été recouverts au fil du temps par la végétation. Et pour finir, on a Itsasou, le camp de César. Donc ça, c'est le site majeur de la zone. C'est le plus grand site. Ici, là, sur le laser, c'est Intermarché. Enfin, c'est le bout du bâtiment. La route passe ici, grosso modo, là. Hop, la départementale. Intermarché est là. Derrière, vous avez l'Orecky, vous avez la carrière, là. Voilà. Donc là, on ne voit pas forcément grand-chose. La photo d'après, voilà, ça c'est toujours le camp de César. Ça, c'est vraiment le cœur de l'enceinte. On a tout un tas, pareil, de buttes résiduelles, etc. Donc là, il y a des travaux déjà qui ont été faits. Quand je vous disais, quand le CNRS en 93 a lancé un petit peu des recherches, ils ont fait un petit peu d'exploration là-dessus, notamment sur le camp de César. Et ils arrivent à des concentrations en or qui sont quand même intéressantes. Donc, de l'or, il y en a, ça c'est sûr. Hein. Parce que au vu des techniques qu'ils utilisaient à l'époque, il y a 2000 ans, donc à l'époque pré-romaine, évidemment, ils n'avaient pas les moyens de tout racler. Aujourd'hui, on les a. Hein. Mais on les a à coup d'épelle mécanique. Hein. Pour reprendre les dires, hein, même de l'archéologue du CNRS, elle, aujourd'hui, si prospection minière il y a, ça se passera de la manière suivante, c'est-à-dire il faudra peler la montagne. Hein, ce qu'elle disait, c'est peler la montagne à coup de pelle mécanique. Il n'y a pas d'autre manière. Hein, il faut casser, broyer, concasser tout ça. Et le laver derrière. Hein. Donc, là, c'est 3-4 exemples. Il y en a rien qu'une quarantaine de répertoriés sur la moitié du territoire, beaucoup plus potentiellement. Et ce qu'elle disait, elle, c'est que la manière dont elle voit les choses, c'est une dame, vraiment, qui a consacré toute sa vie professionnelle à l'étude de ce passé antique mini en Europe. En France, en Espagne, en Roumanie, etc. Hein. Donc elle connaît très bien la chose, elle a passé toute sa vie à ça, c'est une passionnée. Elle, comment elle voit la chose, elle nous a expliqué, l'hypothèse numéro 1 pour elle, ça serait que un certain nombre de ces sites-là soient réouverts, de ces chantiers, comme je vous ai montré, soient réouverts. Donc, des engins qui travaillent, des camions qui font des allers-retours. Donc, tout ça, ça fait du bruit, ça fait de la poussière, etc., etc. Et tout cela serait pour elle centralisé sur une usine. Hein, une usine centrale qui collecte tout ce qui est amené autour. Voilà. Pour elle, c'est l'hypothèse numéro 1. Voilà. Et une fois à l'usine, tout ça centralisé, eh bien, on broie, on concasse, on lave, etc., etc. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui est derrière? On ne sait pas. Voilà. La Nive. Un autre exemple, là, qui n'est pas issu de la publication de Madame Cohuet, qui est issu d'un membre de l'assaut. Ça, c'est Espelette. Espelette Itsasou, c'est à peu près entre les deux. On a, ici dans le paysage, par exemple, on a un ravin aussi là, on en a un autre ici. Voilà, ça, c'est des vestiges aussi. Pas très apparent, mais ça en est. La dernière réunion publique, elle était à Sarre. Donc, Madame Cohuet était venue à Sarre. Elle avait eu le temps, avant la réunion publique, elle avait eu le temps un petit peu de bosser sur la commune de Sarre, sur son passé, qui pour l'instant n'est pas répertorié. Mais le peu qu'elle ait fait, Martine, tu me dis si je me trompe, mais sur Sarre, elle avait dénombré déjà une dizaine de chantiers, hein, antiques. Voilà, une dizaine. Donc après, il reste Sourail, il reste Ainois, il reste Sempé, il reste Ustaritz, il reste Alsou, Jaksou, La Ressort, Itsasou, Cambo, etc. Voilà. Donc tout ça, ça pose problème quand même. Hein. Surtout au niveau, au niveau économique, on sait bien que les poumons économiques ici de l'économie, c'est l'agriculture et le tourisme. En ce qui concerne l'agriculture, la zone couvre intégralement
l'aire de production du piment d'Espelette. Piment d'Espelette est également couvre intégralement une partie de l'aire de production de l'AOP Osso-Iraty. Je ne parle pas des gens qui produisent de la cerise sur Itsasou, des éleveurs de Port-Basque, Quintoa, qui sont concernés aussi, et puis les autres qui font de l'agriculture traditionnelle, on va dire, qui soient éleveurs ou cultivateurs. Hein. Donc tout ça, c'est des centaines d'emplois. Les gens de l'AOP Osso-Iraty qui font du fromage sur la zone, déjà, c'est une centaine d'opérateurs. Les producteurs de piment d'Espelette, c'est 180. Donc c'est énorme. Donc c'est des centaines d'emplois à la clé. Hein. Et tout ça, c'est sur du long terme. Pour ce qui est tout du moins de ces filières agricoles-là, qui sont des filières sous signe de qualité, donc en l'occurrence des AOP, ce sont des filières qui sont engagées dans une agriculture durable, responsable, respectueuse de l'environnement, qui travaillent des ressources durables, pérennes, engagées dans du long terme. Hein, qui plus est mettent en évidence, mettent en valeur des territoires, respectent des traditions. Donc tout ça c'est sur des années. Une mine, c'est un projet à court terme. Quelques années, peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans, on ne sait pas. C'est un projet à court terme et des conséquences sur l'environnement qui sont énormes, désastreuses. Notamment autour de l'eau. Donc Georges a fait un préambule là-dessus. Il vous a détaillé la chose. Donc des conséquences sur l'environnement qui sont désastreuses. On ne peut pas produire aujourd'hui ces filières de qualité-là, que le piment, la cerise, l'Osso-Iraty, on ne peut pas produire ces filières agricoles de qualité-là, qui en plus participent énormément à l'économie locale. C'est énorme. Hein. Au niveau de l'économie locale, c'est énorme, et puis de l'attrait touristique. On ne compte pas le nombre de gens qui viennent ici s'intéresser à ces filières de qualité. Hein. Vous le savez aussi bien que moi, l'été, bon, voilà. Donc c'est énorme au niveau local. Donc une mine, ça va à l'encontre de tout ça. C'est pas compatible avec tout ça. On ne peut pas avoir une agriculture dynamique et durable c'est pas compatible avec une utilisation du territoire comme ça à court terme qui pollue l'eau, qui pollue les sols, les sous-sols, les nappes phréatiques, et ça pour des années. Et on a des exemples, un tas d'exemples à la clé qui sont en notre faveur, qui nous montrent que une mine propre, ça n'existe pas. Ça c'est faux. Ça, c'est faux, entièrement faux. Les exemples sont là pour nous le rappeler chaque jour. Aujourd'hui, avec Internet, ils ne peuvent pas tricher. Ils ne peuvent pas tricher. Les infos, elles sont sur Internet, elles sont disponibles par tout le monde. Ils peuvent plus tricher. L'info, elle est à la portée de tous. Donc, il ne faut pas se laisser berner par ça. La mine propre, ça n'existe pas. Hein, voilà. Pour finir, et avant de laisser la place à Alain, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Le problème, vous le savez en plus, pour encore ce qui concerne l'agriculture, on a déjà le problème de pression foncière ici. Ça, vous le savez. L'agriculture ici est forte et dynamique. Elle est surtout basée sur des fermes de petite taille, qui ont peu de foncier, qui ont très peu l'occasion, qui ont très peu la possibilité de trouver de nouvelles terres, hein, dû au problème de la périurbanisation. Hein. On le sait tous, la ville gagne la campagne, les surfaces agricoles réduisent d'année en année. On prend le canton d'Espelette par exemple, 6 communes, la surface agricole a diminué de 25% en 10 ans. C'est énorme. Hein. Et pourtant, on reste une des régions de France où l'agriculture reste la plus dynamique et où on a le plus d'installations par les jeunes. Hein. Donc d'un côté, on a ce problème de pression par l'urbanisation, pression foncière. On n'a pas besoin de la pression minière. On ne peut pas. Là, je pense que de ce point de vue-là, de point de vue occupation du territoire, le territoire, il étouffe. Hein. Il étouffe vraiment. Donc, on peut pas aller dans ce sens. C'est pas possible. Il faut faire des choix. Est-ce qu'on veut cette agriculture-là qui soit durable, qui soit pérenne, respectueuse de l'environnement, des ressources? Est-ce qu'on veut ça, ou est-ce qu'on veut une prospection minière à court terme qui va embaucher 5-6 personnes, qui va tout laisser en l'état, hein, parce que derrière, derrière l'État est censé remettre en état, justement, c'est le cas de le dire, mais ça ne se passe pas comme ça, loin de là. On a le cas de Salsigne ou d'autres sites en Limousin où l'État n'a jamais pris ses responsabilités, où tout reste en l'état.
Donc c'est une catastrophe. Voilà. Je termine là-dessus, à savoir que je disais que l'extraction minière d'or ou autre chose, ça pollue les sols, les sous-sols, l'eau, les nappes phréatiques. À savoir qu'en France, le sous-sol n'appartient pas à la personne. Hein. Donc les paysans sont concernés, mais tout le monde est concerné, les propriétaires aussi. Hein. Les riverains sont concernés aussi. Si la société décide que votre terrain est susceptible est intéressant pour chercher de l'or, le sous-sol ne vous appartient pas. L'État peut très bien faire une concession sur votre terrain et l'utiliser à des fins de prospection minière. Ça, c'est pas un problème. Donc à ce titre-là, on est tous concernés. Et au titre de l'eau, on est tous concernés, y compris les gens de la côte. Hein. Et pour terminer, sur l'eau, comment ? Je voudrais revenir en arrière, en fait. Non, ça marche pas. Là. Ce qui est intéressant sur ces voilà. Ce qui est intéressant sur ces photos, sur ces ravins là. Alors là, par exemple, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces ravins, comment ils fonctionnent ? Ils fonctionnent comme des fossés d'écoulement. On est d'accord ? Ils fonctionnent comme des fossés d'écoulement. Donc quand il pleut, ben évidemment tout s'écoule là-dedans. Si le ravin aujourd'hui il est ouvert pour creuser, pour extraire de la terre, de la roche, s'il est ouvert tout ça, ben, toute l'eau qui va s'y précipiter, s'y engorger, là derrière, ben, tout ça, tous ces ravins forment des ruisseaux. En l'occurrence ici Espelette, tout ça, le ruisseau qui sort de là, qui sortirait de là, c'est un affluent du Latcha, donc le Latcha c'est le ruisseau qui passe à Espelette, qui se jette dans la Nive à Ustaritz, enfin entre la Ressort et Ustaritz. Hein. Et comme disait Georges, le captage principal d'eau potable ici au Pays Basque Nord, il est à Ustaritz, en aval. Donc voilà, je ne vous fais pas le topo, je pense que j'en ai assez dit. Je laisse la parole à Alain.